Sébastien, est-ce que tout le monde m'entend? Je pense que oui. OK, donc c'est parti pour la présentation. Je vais juste, mettre, mes slides. Voici. Donc je suis très heureux d'être parmi vous, parce que c'est mon premier Hachitalk, en cette année 2023 et donc effectivement, comme dit Sébastien, au-delà de ma passion pour les technologies HashiCorp, j'ai pas eu l'occasion encore de pratiquer, ce genre d'événement avec vous, donc j'en suis encore une fois très, très heureux. Alors, comme l'a dit Sébastien, on va parler de gestion centralisée, heu pour la configuration d'applications cloud native avec Vault et Consul. Alors moi, comme j'ai un background plutôt de développeur avant d'être architecte solution, je vais plus, me focaliser, sur la partie, déjà, code et peut-être un peu moins parler de la gestion, d'environnements multiples, parce qu'on n'a qu'une demi heure en plus, mais on va voir un certain nombre de concepts importants. Ici, vous retrouvez sur ma bio, différents moyens de contact, mon LinkedIn, mon GitHub et mon Twitter, heu, pour ceux que ça intéresse. Alors, au niveau de notre agenda, je vais juste lancer un petit chrono pour, être sûr de ne pas, dépasser le temps. Voilà. Donc on va déjà voir effectivement les concepts que l'on va aborder pour cette présentation. On va parler, faire un petit clin d'œil rapidement, autour du 12 Factor App Manifesto, donc qui est un manifeste, que justement, pas mal, de développeurs ou d'architectes connaissent. On va montrer, vraiment des exemples, alors c'est très, très, très criard, hein, mais malheureusement ça existe encore beaucoup. On va montrer justement ce qu'il ne faut pas faire, avec le code quand on fait de la configuration. On va montrer, aussi une autre approche, qui est, certainement mieux, mais pas encore justement, optimale et puis on va montrer surtout ce qu'il faut faire quand on veut, externaliser et centraliser de la configuration, pour une application. Pour cela, bien sûr, vous en doutez, d'après le titre de la session, on va utiliser Consul et Vault. On rappellera au passage, quelques fonctionnalités clés, mais on ne s'attardera pas trop puisqu'il y a déjà eu des rappels qui ont été faits tout au long de la matinée. On présentera une architecture, alors, dans Azure, mais sachez que ce que je vais présenter en architecture Alors, fonctionne dans n'importe quel type de cloud provider. juste Cédric, par rapport à ta présentation, est-ce que tu pourrais juste partager celle-ci, en tout cas ton écran, car on Ah, n'a tu le pas vois le pas? visuel sur ton écran. Exactement. Attends, tac, on va faire ça comme ça. Je pensais qu'il s'était lancé automatiquement. Alors attends, hop, on va faire ça. Donc là, ça devrait être mieux. S- On voit en effet cette fois-ci tout ton écran. Parfait, on te laisse la main. OK, super. Bon, désolé pour ce contretemps. Donc je parlais juste de l'agenda, donc on n'a rien loupé. Donc architecture, je vous le disais à l'instant, pour la démonstration, qu'on va montrer dans Azure, mais qui marche encore une fois, sur n'importe quel type de cloud provider ou on-premises si bien évidemment, vous voulez utiliser donc ce genre de solution, à l'intérieur des murs de l'entreprise et voilà. Donc les concepts, encore une fois, comme on n'a qu'une demi heure, on va en citer 3, mais on pourrait en rajouter beaucoup d'autres. Donc c'est que la configuration doit être découplée du code. Ça, c'est important, parce que sinon on verra justement après, quels sont les pièges dans lesquels on tombe facilement. Ça va permettre quoi? Ça va permettre justement de finalement compiler une application ou des applications une fois et les déployer n'importe où. Tout à l'heure, Sébastien parlait d'environnement. L'idée, c'est bien ça, c'est déjà de pouvoir avoir la même application, le même artefact de compilation et de pouvoir le déployer n'importe où. Il ne s'agit pas de dire ah bah tiens, change ma config, donc attends, bouge pas, je te fais ça, donc je change la config, je recompile, je repasse par ma chaîne DevOps et puis ensuite je redéploie sur l'environnement. Non, on doit pouvoir prendre le même artefact et on doit pouvoir simplement, en changeant la configuration simplement, le redéployer n'importe où. Et puis surtout, et ça a été évoqué aussi pas mal ce matin, tous les aspects cyber ne doivent pas être oubliés. C'est-à-dire que pourquoi aussi on va utiliser cette solution-là et ces technologies, HashiCorp, c'est pour éviter cette fuite assez récurrente des secrets. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est, mettre, des chaînes de connexion, des informations sensibles, des mots de passe et j'en passe au niveau du code source qui peut être, donc mis dans un gestionnaire de code source type Git et donc du coup là, bien sûr, ça veut dire que n'importe qui peut y avoir accès, facilement. Donc, comme je vous le disais, pour, aiguiller notre histoire, on va s'appuyer sur, le manifeste, 12 Factor App, qui est un manifeste, bien connu maintenant. On va surtout s'attarder sur le troisième article, puisqu'il y en a 12, comme son nom l'indique. Le troisième article nous dit que finalement, alors pour résumer, hein, c'est pas la formulation exacte, hein, si vous voulez pouvoir le retrouver sur le web. L'idée, c'est que justement, c'est qu'on va pouvoir, grâce à l'approche décrite dans cette session, faire en sorte que les applications viennent
chercher leur configuration, leurs données de configuration depuis un magasin, ou en tout cas un ensemble de systèmes centralisés et cette configuration, ça va être injecté dans des variables d'environnement. Voilà, donc ça c'est bien important de souligner, ce sont des variables d'environnement qu'on va utiliser ici pour gérer la configuration des applications. Ce qui m'amène à la chose suivante, donc effectivement, même si ça paraît assez banal, les gens vont dire: «Oui, mais ça fait longtemps qu'on le sait». L'idée surtout, c'est de se rappeler que ça existe encore, qu'on voit ça encore trop souvent. Et bien, ce qu'il faut surtout pas faire en configuration, eh bien, c'est mettre, voilà, des informations sensibles comme, des mots de passe ou éventuellement, des informations sur des serveurs dans le code. Alors quand je dis le code, ça peut être directement ici, voilà, sur un exemple, ça c'est un code en Python, ça peut être en autre chose bien évidemment, mais c'est la même chose si on prend des fichiers de configuration. Les fichiers de configuration, vous savez, ces fameux fichiers YAML ou XML, c'est la même chose. On ne doit pas là-dedans mettre des informations sensibles, et cetera, et cetera. Idem si, au niveau du déploiement, par exemple, si on travaille dans Kubernetes comme on va le faire là, idem si vous mettez, vos secrets, non protégés, dans vos fichiers YAML, tout ça, en fait, ce sont des fichiers qui sont susceptibles de se retrouver dans votre gestionnaire de code source et donc à la merci, de gens malveillants. Alors, on pourrait comme ça, citer une autre approche qui est pas complètement, délirante, mais surtout, voilà, d'un point de vue sécurité, c'est déjà mieux, mais c'est pas ce qu'on appelle séparer la configuration du code. Ici, par exemple, je suis toujours en Python, mais encore une fois, ça vaut pour n'importe quel langage. Ici, par exemple, on va utiliser un client, Python pour Vault, qui me permet de récupérer justement des secrets qui seraient stockés dans Vault. Alors, l'inconvénient de ça, vous voyez, c'est que, par exemple, ici, on doit, utiliser bien entendu, le chemin, le pass vers, justement le secret que l'on souhaite, récupérer et ça, autant vous dire que quand il y a des environnements multiples et que, en plus, les chemins, si jamais ils doivent être amenés à changer, ça vous fait tout modifier, donc c'est sujet à des erreurs, c'est compliqué. Donc c'est pas top, de ce point de vue-là. La seule chose encore que je dis, c'est qu'ici, effectivement, c'est plus sécurisé puisqu'on n'a pas les secrets typiquement, nécessaires aux configurations qui sont en clair dans le code. Donc ce qu'on va dire et ce qu'on va faire pour faire bien les choses, eh bien on va en fait utiliser, conjointement Consul et Vault justement pour injecter, comme on l'a dit tout à l'heure, dans des variables d'environnement, des informations qui peuvent être sensibles ou non sensibles. Alors d'ailleurs, si ces informations non sensibles, justement, on aura plutôt intérêt à utiliser Consult, avec sa fonctionnalité clé-valeur, qui est très intéressante comme pour ça. Et puis si c'est des informations sensibles, hein, notamment on l'a dit, hein, des mots de passe ou d'autres types de choses, bien sûr, on va utiliser Vault, hein. Consul n'est pas là pour, stocker en fait, des informations sensibles. Donc rappelons-le rapidement, ça a été dit tout à l'heure, mais je fais un bref passage là-dessus. Donc Consul, hein, on l'a dit, hein, c'est vraiment, même si, encore une fois, je crois que Sébastien dit en introduction qu'on le voyait peut-être, un peu moins en entreprise, c'est quelque chose de très, très important, hein, pour justement, tout un tas de fonctionnalités qui sont offertes. Donc bien sûr, il y a le service discovery, ça permet de faire du load balancing, ça permet en fait de faire du service mesh, donc de gérer effectivement les communications entre différents services, de l'observabilité et cetera. Donc c'est vraiment un outil pour moi. Consul, c'est un véritable couteau suisse et vraiment très, très précieux, notamment lorsqu'on fait des applications, dans le cloud comme moi, à base de microservices et qui, du coup, ont besoin, de prendre, pas mal de fonctionnalités que Consul offre aujourd'hui. Et puis il y a Vault, et bien Vault, là aussi tout le monde connaît, hein. Et ben, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est, le pouvoir stocker des secrets de façon sécurisée, c'est de pouvoir faire aussi de la gestion dynamique, enfin, gérer tout le cycle de vie, c'est garantir l'encryption des informations sensibles, c'est de faire de la révocation, du renouvellement de tout un tas de choses et donc ça, évidemment, c'est vraiment très, très précieux. Si, on n'utilise pas Vault, par exemple, dans les projets, quotidiens, il faut bien sûr, s'adresser à des solutions alternatives que l'on trouve par exemple justement chez les cloud providers. Donc c'est pas une obligation d'utiliser forcément Vault, si on ne peut pas le faire, mais par contre, il faut bien penser que toutes les informations sensibles, il faut absolument les protéger. Ça ne peut pas se négocier. Alors, si on revient, sur l'architecture, ici ce qu'on veut montrer, c'est comment tout ça, ça se déploierait finalement. Alors par exemple, dans Microsoft Azure, mais ça pourrait être décliné, je l'ai dit tout à l'heure, dans n'importe quel type de cloud provider ou on-premise.
Ce qu'on fait ici, c'est que tout simplement, on dit voilà, j'ai, un cluster, Kubernetes qui me permet de déployer des applications, métiers ou des applications critiques et puis, ben, sur ces applications-là, justement, elles vont avoir besoin d'aller chercher leur configuration, sur un cluster, pardon, Vault ou un cluster Consul. Alors ici, sur, l'image que vous voyez ici, sur le schéma, ce sont des clusters dédiés. Il y a un cluster pour Vault et il y a un cluster pour Consul, tout simplement parce que, c'est ce que recommande, HashiCorp pour faire donc un déploiement correct en production de ces outils-là. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, notre application ici qui tourne sur le 1er cluster, en fait, eh bien, par exemple, elle a besoin, hein, c'est classique, de se connecter à des sources de données, hein, là aussi qui sont déployées dans le cloud provider. Donc ici, par exemple, j'ai du Cosmos DB, hein, c'est une base NoSQL, made in by Microsoft et puis, besoin de se connecter aussi à ce qu'on appelle des storage accounts. Alors ici, surtout à des blob storage, donc ce sont des comment dire? Des containers, alors pas au sens Docker, mais au sens, organisation logique, de la data. Ce sont des containers qui, en fait, stockent, par exemple, des fichiers, type images, ça peut être aussi des vidéos, donc voilà, ce sont des blobs. Donc ici, on va voir justement comment, notre application ici va pouvoir se connecter à ces sources de données, par exemple, justement via l'injection de configuration qui va être récupérée auprès de Consult ou de Vault. Pour ça, on va imaginer un petit cas pratique, donc ici, vous voyez, c'est ce que j'ai appelé le HashiCard Store, donc c'est un site web qui permet, tout simplement, de rechercher et d'acheter, des cartes à collectionner, hein, pour ceux qui, ont joué ou jouent au Pokémon ou à d'autres types, de jeux, cartes à collectionner. J'ai pris cet exemple-là. Eh bien ici, ce qu'on va voir, c'est que pour ce site web justement, on va, comme on l'a dit, utiliser donc Consul pour stocker des choses non sensibles, hein, tout simplement. On verra quoi par exemple? On va utiliser Vault pour stocker les secrets, donc ces fameuses, par exemple, connexions, au blob storage ou à Cosmos DB et puis donc on va voir aussi quelles recettes on a utilisées pour alimenter les variables d'environnement de l'application justement au sein, de pods Kubernetes grâce à Consul Template et à la fonctionnalité, comment dire? Des pods Kubernetes, qu'on appelle init container. Alors le premier cas d'usage qu'on va voir par exemple, c'est, comment j'utilise une variable d'environnement typiquement pour changer, l'image de fond, hein, de mon site web, hein. Ça c'est assez classique. On veut parfois, en fonction, des périodes, pouvoir changer l'image de fond. Donc par exemple ici, on peut très bien utiliser notre système ici de Consul et de Vault pour faire ça. Alors plus spécifiquement Consul, hein, puisqu'ici on va juste pointer sur une image typiquement. On ne va pas aller stocker ça dans Vault, ça n'aurait pas de sens. On va utiliser le key value store de Consul pour, stocker cette information-là. Et puis on va faire, la même chose pour, cette fois-ci stocker des informations beaucoup plus sensibles. Ce sont justement toutes les connexions, donc, vers les, sources de données. Donc ici, on a une API, hein, qui est derrière le site web, hein, une API REST. Et donc cette API REST, pour fournir la donnée nécessaire à notre site web, il faut qu'elle puisse se connecter donc à ces sources de données. Alors globalement, comment ça se passe? Alors avant de peut-être de parler de ça, on va montrer simplement déjà le déploiement dans Azure. Donc ici, alors pour simplifier, j'ai pas fait 3 clusters, j'ai simplement fait un cluster et j'ai déployé donc Vault, Consul et mon application dans mon cluster. Mais sachez encore une fois qu'en production, il faudra éviter ce genre d'approche. Il faut mieux séparer, sur des clusters différents. Alors ici, par exemple, si je regarde les services, qui sont, actuellement, sur mon cluster, donc c'est un cluster AKS, Azure Kubernetes Service, je retrouve, eh bien, Vault, Consul, enfin les différents composants, les différents services, différents workloads, ici sur, cet écran-là. Donc, là-dessus, il y a rien de bien extraordinaire. J'ai simplement pris, les paquets Helm qui sont mis à disposition par HashiCorp pour déployer Consul ou pour déployer Vault. Ensuite, j'ai mon application ici, hein, qui tourne et donc qui est load balancé. On le voit ici, là, sur la page précédente sur voilà l'IP que l'on peut voir ici, donc 20.71.87.54 sur le port 5000. Donc une fois qu'on a dit ça, j'ai également donc comme je l'ai dit donc, déployé par exemple, je vais montrer Cosmos DB par exemple ici. Voilà, si ça veut bien venir. Est-ce que ça veut ou pas? Hop, pas ça.
Juste faire un petit rafraîchissement. Voilà, je vais recliquer sur ma base Cosmos DB. Non, elle est bien silencieuse. Voilà, bon, bah, sur mon blob storage, dans ces cas-là, c'est pas très grave. Et puis vous voyez ici, eh bien, on a des informations sensibles qui sont disponibles à travers le portail Azure. Un petit problème de réseau, ça met un peu de temps. Je sais pas si on va pouvoir voir ces infos-là, ça serait pas mal. Qu'est-ce qui se passe avec, mon écran? Voilà, ça arrive tranquillement. Alors, je vais recliquer sur Access Key, par exemple ici. Voilà. Donc typiquement ici, on le voit bien, alors c'est pas le seul moyen d'accéder, à un blob storage dans Azure, mais on a des clés ici qu'on peut, utiliser, ou d'autres choses pour pouvoir se connecter. Donc ces informations-là, il est bien évidemment, hors de question d'aller mettre ça, comme on l'a dit, dans le code directement et de le committer ensuite, à l'ensemble de l'équipe dans un gestionnaire de code source. Donc idem ici pour, la partie, Cosmos DB, si ça veut bien s'afficher cette fois-ci. Ici, voilà. Donc là, pareil, on a des clés, hein, qui sont ici et donc vous voyez, c'est pareil, hein, toutes ces clés-là, utilisées pour pouvoir requêter, la base de données, ben, là aussi, il faut éviter d'avoir ça en clair sur, quelque chose qui ne serait pas adapté. Donc voilà l'idée. Donc l'idée, c'est de récupérer ces chaînes, ces URL, ces clés de sécurité et de pouvoir les injecter dans une variable d'environnement pour connecter, en fait, l'application à ces différentes sources de données. Donc je reviens sur, typiquement la Survault. Donc vous voyez ici, j'ai chargé différentes informations. Donc par exemple ici, j'ai, mes différentes informations Cosmos DB qui sont stockées là. Et puis, sur la partie consul, typiquement, vous voyez, j'ai simplement créé une petite clé, une paire clé valeur, donc qui me permet en fait de setter, de configurer donc, mon fond d'écran. Donc ici, ça sera donc vous verrez, donc c'est une image d'un dragon là que l'on voit, sur le fond d'écran, donc qui correspond, à ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Voilà, c'était le premier. Et puis tout à l'heure, on verra comment changer pour un autre fond d'écran. Alors ce qui est intéressant ici, hein, on l'a dit, c'est que grâce à ce système-là et à ces variables d'environnement, on va être capable de changer en fait la valeur de ces variables sans être obligé de recompiler l'application. Donc il suffira simplement de la redémarrer quand même, puisque c'est des variables d'environnement, ça ne se change pas à chaud, hein, il faut nécessairement, faire un redémarrage. Donc ça, c'est la seule condition, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de refaire, tout un build par, une chaîne d'outils, de manière à injecter la config. Ça se fait vraiment au démarrage de l'application. C'est une injection qui se fait à chaud au runtime et ni plus ni moins. Alors en termes de recettes, ici, on voit, de façon résumée donc ce qui est utilisé. Donc on a donc des manifestes, Kubernetes bien évidemment, qui sont utilisés pour le déploiement de tout ça. Donc ce qui est intéressant dans ces manifestes, c'est que typiquement déjà on va retrouver une ressource de type config map qui va me permettre déjà donc, de décrire un template qui va être utilisé par Consul Template justement pour faire, l'injection des valeurs. Alors ce qu'on veut faire tout simplement, c'est un fichier dans lequel on exporte, toutes les variables d'environnement avec justement les valeurs associées. Donc ici, vous reconnaissez, hein, la syntaxe des templates, pour typiquement pour Consul Template. Donc ici, on lui dit d'aller regarder sur un secret qui se trouve à un chemin particulier, spécifique, et d'aller récupérer par exemple 2 informations, l'URL de mon compte Cosmos DB et la clé d'authentification. Et puis pour la partie consul ici, avec le mot-clé key, ici, on peut aller lire justement, le chemin vers l'image de fond, de mon site web. Alors une fois qu'on a dit ça va être utilisé donc par des conteneurs d'initialisation, des limites containers. Alors pour ceux qui connaissent très bien, pour ceux qui connaîtraient un peu moins, les conteneurs d'initialisation, en fait, ce sont des containers qui vont être décrits dans la description, dans la spécification du pod que l'on déploie sur Kubernetes, sauf que la petite différence, c'est qu'en termes de cycle de vie, ces containers-là, ils vont se lancer donc, au long au dé comment dire? À l'instanciation du pod et ensuite ils vont disparaître et ne va rester en place que le conteneur applicatif, donc celui qui contient mon application. C'est différent, par exemple, d'un container, de type, par exemple, Sidecar qui va rester là, hein, pour faire un certain nombre de tâches à côté du pod applicatif. Celui-ci, le conteneur d'initialisation, ces conteneurs d'initialisation, pardon, ils vont avoir en fait un cycle de vie éphémère, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître, à terme. Donc ce qu'on dit à ce conteneur, ici il n'y en a qu'un, conteneur d'initialisation,
On lui dit bien tout simplement, d'aller se connecter, ici avec les configurations, pour se connecter à Consul et à Vault. On lui dit tout simplement, d'exécuter donc Consul template, d'accord? On lui passe donc le fichier, config.tpl décrit dans le config map grâce à un système de volume ici. Donc on a un volume d'entrée justement qui permet de charger le fichier config.tpl donc au niveau ici de mon init container. D'accord? Le volume ici, il est monté avec l'instruction moonpass que l'on voit ici. Et puis, ce qu'on voit ensuite, eh bien, c'est donc la définition de mon conteneur applicatif ici. Et lui, c'est pareil, ben, on va lui dire d'aller prendre, la config donc qui est générée par Consult-Template. Ici, on voit que Consult-Template génère un fichier config justement avec les variables d'environnement qui vont être setées. Ce fichier-là, en fait, il va être repris par mon conteneur applicatif en montant cette fois-ci un volume de sortie, hein, qui est décrit là et puis là. Et donc, dans ce volume de sortie, il va trouver le fichier de variable d'environnement avec les bonnes valeurs. Alors, on va revenir sur la démo. Donc là, comme je vous le disais, si on regarde par exemple ici mon API, si je la lance typiquement, eh bien, grâce à ce qu'on a fait, ça va permettre d'aller récupérer les données sur Cosmos DB. Donc là, je vais renvoyer voilà, le poste. Et donc ici, on récupère une liste de cartes avec la description des cartes, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, ça permet comme ça, effectivement, d'avoir une API qui se connecte à des sources de données via donc des variables d'environnement qu'on a configurées au moment donc de déployer. On a injecté ces variables d'environnement avec les bonnes valeurs. Ce qui va être intéressant ici, par exemple, c'est de regarder aussi, ça on va le faire à chaud. Vous voyez ici, ça c'est l'image de fond de mon site qui est chargée par justement un lien vers mon API. On voit notre fabuleux dragon ici. Et puis, finalement, si on se dit: «Bah, maintenant justement je veux changer le comment dire? Le fond d'écran de la background d'image de mon site sans avoir justement à redéployer totalement». Ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est par exemple changer la valeur ici donc de ma clé dans Consul. Donc ici je vais mettre une autre image que je vais appeler titan.png. Je vais la sauvegarder, voilà tout simplement. Et là, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas besoin de recompiler l'application. C'est pour ça que je vous le montre là comme ça, pour montrer que ce que je dis est vrai. Il n'y a pas besoin de recompiler, il n'y a pas besoin de tout ça, ça va se faire à chaud. Et donc là, il suffit simplement, alors je vais juste masquer ça, ça me dérange, voilà. Ici, je vais tout simplement, eh bien, redémarrer mon déploiement, hein, celui de mon application Kubernetes ici. Voilà, donc là, c'est des redémarrer. Et puis vous voyez maintenant, si je rappelle la même URL pour voir quel est le fond d'écran, le background image pardon, qui est utilisé par mon site web, ici je vais voir que ça a changé. Voilà. Donc typiquement, là encore, on a été récupérer, les variables d'environnement, grâce à Consult Template justement, auprès de Consul, auprès de Vault. Donc le fait de redémarrer les pods de l'application, pardon, ça permet comme ça de recharger donc les configurations nécessaires et donc de pouvoir avoir les bonnes configurations au lancement. Si je ne fais pas ça, ça ne marchera pas, hein. Typiquement, si je change, ces valeurs-là, c'est fini, hein. Ah, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire par exemple, parce qu'il reste un peu de temps. Je vais aller dans Vault ici, hem imaginons, alors je dois plus être connecté là, je pense qu'il faudrait que je repasse mon token, s'il est encore là, voilà. Donc typiquement ici, si on va faire exprès, on va changer l'adresse, ouais, on va créer une nouvelle version, ce serait pas mal. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va modifier ici, on va faire une petite erreur de frappe exprès pour voir ce qui se passe. Donc vous voyez, donc là, j'ai bouffé le mot-clé. Donc typiquement, lui, il va vouloir, récupérer, c'est une valeur qui s'appelle, Azure Cosmos DB Akunke, puis là, ça s'appelle Akunke. Donc du coup, ça va nous faire planter. Donc là, je vais redémarrer encore une fois mon application.
Là, bien évidemment, consultant de plainte va pas pouvoir fonctionner puisqu'il va pas trouver, la clé que je lui ai donnée. Ça, c'est pour vous montrer qu'on passe bien par console template et des variables d'environnement et là, si typiquement je repasse sur, par exemple, mon API ici, voilà, là, j'ai une erreur parce que typiquement, il n'arrive plus à se connecter, à ma base Cosmos DB. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, ce qu'on peut récupérer éventuellement dans les logs. Pour ceux qui seraient curieux de d'AKS, donc on peut aller, sur le cluster Kubernetes et puis au niveau des logs, si je regarde mes workloads ici, on va pouvoir regarder mon application. Voilà, on peut regarder les logs ici. On va sélectionner le pod ici, voilà, on va aller voir dans Log Analytics et puis typiquement, si on épluche la log, ah bah là, il y a rien parce qu'en fait, je pense que de toute façon, comme consul template s'est planté, puisqu'il a pas trouvé la clé en fait, correspondante finalement, il n'a pas alors attendez, c'est quoi celui-là? Si normalement c'est bon, c'est moi qui dis des âneries. On va juste recliquer dessus. Je vais enlever ce filtre-là parce que sinon ça me plaît pas. Hop, voilà, donc ici déjà on commence à voir la stack, hein, ici, donc on voit qu'il y a des soucis, au niveau de la récupération des informations ici, voilà, on voit une erreur. Typiquement, c'est ce qui vient de se passer à l'instant, donc du fait d'avoir, mis une mauvaise clé ou si vous mettez une mauvaise valeur aussi, si vous mettez pas la bonne URL de config ou la bonne clé, bien évidemment, ça marchera pas non plus. Ça, c'était pour vous montrer, voilà, qu'on n'a pas mis des variables d'environnement ou des choses, préfaites. Tout ça, c'est bien récupéré, en live sur Consul et Vault pour pouvoir, faire en sorte que ça fonctionne. Typiquement, si je remets maintenant, la bonne, la bonne clé, ici, voilà, comme ceci. Je redéploie je redémarre, pardon, mon pod comme ceci et là, attention, si tout se passe bien, voilà, on a retrouvé la connexion avec notre source de données. Voilà, il me reste encore quelques minutes, pour conclure, donc tout ce qu'on vient de voir évidemment, c'est vraiment important, j'encourage vraiment à ce qu'on fasse ça. Si oui, j'ai juste un mot sur Consul Template, peut-être que pourquoi utiliser Consul Template et pourquoi, par exemple, on n'utilise pas env-consul qui est plutôt une chose à laquelle on va penser quand on veut populer des variables d'environnement avec consul et vault. Bah, env-consul, ça nous arrange pas trop dans ce cas-là parce que typiquement, env-consul, c'est soit vous le lancez comme sous-processus dans votre container, en sous-processus de votre processus principal, et ça, c'est pas trop recommandé parce qu'on aime bien, quand on a un container justement qui est qu'un seul processus qui s'exécute. Ou alors on va dire: «Bah, dans ces cas-là, pourquoi env-consul on le met pas justement sur un init container?» Bah, oui, on peut, sauf que le problème, ça va vous populer des variables d'environnement dans ce init container, mais les variables d'environnement, vous allez pas les partager avec le container d'à côté, donc ça ne marchera pas. Donc là, le seul moyen, intéressant dans cette affaire-là, c'était de prendre consul template pour générer justement un fichier de variables d'environnement, partagé justement par un volume, puisque par contre les volumes au sein d'un pod peuvent être, partagés par différents containers et dans ces cas-là, on est content parce que ça fonctionne très bien. Voilà, donc je vous remercie énormément pour votre attention. J'espère que ça vous aura donné envie de creuser un peu plus ce sujet. Alors peut-être effectivement, dans une prochaine session, on pourra parler un peu plus de la gestion aussi multiple d'environnement pour compléter la picture. Je voulais faire un clin d'œil à Sébastien et à Mehdi, que je remercie énormément, qui cherchaient tout à l'heure justement, comment faire des blagues lorsqu'il y a des problèmes techniques. Et ben, on va finir par celle-là, donc je pense qu'après ça, peut-être qu'on me réinvitera plus, mais voilà, quel est le plat préféré d'un ingénieur HashiCorp? Et ben, c'est le hachis parmentier. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.